Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Racines européennes vous présente un documentaire très spécial sur un personnage qui l'est donc tout autant. Il s'agit d'un militaire français ayant joué un rôle crucial durant la Première Guerre mondiale dans les Balkans. Dans un registre un peu plus serbophile, c'est l'homme qui, par son audace et son courage, a libéré la vallée de Timok. L'homme ayant commandé une brigade de cavalerie et l'ayant mené jusqu'à la prise d'Uskub, actuelle capitale de la Macédoine. Aujourd'hui donc, nous parlerons de Léon Jouino Gambetta et du rôle crucial que lui et ses hommes ont pu jouer durant la campagne de Thessalonique. Fils d'Antoine Gabriel Jouinot et de Bernadette Gambetta, François-Léon Jouinot Gambetta est né le 6 juillet 1970 à Paris, soit pratiquement un mois avant l'assiégement de cette même ville par les armées prussiennes. Léon Gambetta mourra d'ailleurs 53 ans plus tard, le 19 novembre 1923 à Antibes. François est le neveu du célébrissime homme d'État français Léon Gambetta. C'est d'ailleurs en honneur à son nom que François rajoute le nom de sa mère à côté de celui de son père, s'appelant donc Jouinot Gambetta. Mais outre le fait que celui-ci appartenait à une famille de renom, François-Léon Jouinot Gambetta s'est surtout fait connaître pendant la Première Guerre mondiale, où il s'est illustré au sein de l'armée française d'Orient, à la tête d'une brigade de cavalerie qui finira d'ailleurs par porter son nom, Brigade Jouinot Gambetta. Au tout début du XXe siècle, Jouino Gambetta servit le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Guerre. Mais à seulement 18 ans, le 4 décembre 1888, il s'engage comme volontaire dans le 6e régiment de chasseurs d'Afrique, en Algérie où, 2 ans plus tard, le 3 octobre 1890, il obtiendra d'ailleurs le grade de maréchal des logis. Il enchaînera ensuite les opérations en Afrique, passant par le Maroc, l'Algérie, le Soudan et la Mauritanie au sein de la cavalerie, et cela jusqu'en 1907. Sa carrière militaire débute réellement au Maroc, où de par sa grande connaissance de la géographie et des populations locales, il sera très apprécié de sa hiérarchie. Ces connaissances particulières lui permettent d'ailleurs de se faire connaître lors d'une opération à Attar, en Mauritanie, où il échappera à la mort, étant blessé lors d'un guet-apens. À la suite de cette mission, il retourne en France et sera nommé chevalier de la Légion d'honneur le 29 décembre 1900. Il sera ensuite rapidement promu capitaine un an plus tard. Ses connaissances militaires du terrain et ses longues années de combat en Afrique apporteront à Léon Jouino Gambetta une expérience redoutable lors du coup de la suite de son aventure durant la Première Guerre mondiale. Ce sera d'ailleurs en été 1917 que Léon Jouino Gambetta prendra la tête d'une brigade de cavalerie qui finira par porter son nom. Donc, brigade de cavalerie Jouino Gambetta. La brigade de cavalerie Jouino Gambetta sera d'ailleurs composée des 1er et 4e corps des chasseurs d'Afrique ainsi que du régiment de marche des Spahis marocains. Parlons tout d'abord de ces régiments qu'ont surnommés les armées françaises coloniales. Les troupes coloniales françaises, principalement composées de soldats provenant des colonies françaises en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne, ont été déployées sur le front de Salonique, d'Orient. Ils arrivent en métropole pour la plupart en septembre et novembre 1916, puis les dernières recrues, qui feront partie des 9 derniers bataillons, seront rapidement rapatriées après l'écroulement des forces bulgares en septembre 1918. La plupart de ces soldats coloniaux stationnent d'ailleurs au sud de la France, à Saint-Raphaël notamment, et seront par la suite envoyés sur le front d'Orient pour désengorger les casernes sur place. Ces troupes étaient organisées en différents régiments et unités, notamment selon d'ailleurs leurs ethnies. On comptait donc des tirailleurs sénégalais, des zouaves, des spahis et des goumiers. En août 1918, l'armée coloniale compte 14 600 algéro-tunisiens, 5 288 sénégalais, 3 680 indo-chinois et 799 créoles. Leur rôle sur le front de Salonique était multiple. En fait, la première expérience d'emploi des troupes noires sur le front d'Orient, en 1916, s'est soldée par un malheureux échec. À peine débarqués en octobre, les 2 bataillons envoyés en Orient, dont le 20e corps et le 36e corps des bataillons de tirailleurs sénégalais, se disloquent rapidement et finissent éparpillés en plusieurs unités mixtes.
ou bien perdent en homogénéité de commandement. Surtout, ils sont immédiatement jetés contre les Bulgares, bien que les troupes bulgares étaient terrifiées par ces soldats coloniaux africains. Sur les lignes de Florina et Kenali, ce seront plus de 360 soldats qui périront et disparaîtront lors de la bataille. Les soldats coloniaux français étaient par ailleurs très indisciplinés. Mais la caractéristique des contingents noirs en Orient est d'avoir été employés beaucoup plus souvent en éléments d'étape ou corps de police qu'en unités combattantes de première ligne. Ils étaient également chargés de sécuriser les positions, de patrouiller, de mener des actions de reconnaissance et de participer à des opérations de guérilla dans les régions montagneuses et boisées du front. Quant aux tirailleurs sénégalais, ils auront sur certains fronts un rôle prépondérant. Les troupes coloniales françaises ont également apporté une expertise précieuse dans la guerre en montagne, grâce notamment à leur familiarité avec les terrains difficiles et les conditions climatiques similaires à leur région d'origine. Il est également important de noter que les troupes coloniales africaines n'hériteront que de trop peu de gloire comparées à leurs frères d'armes de métropole. En effet, la répartition de la gloire n'en sera que trop injuste, soulève Aristide Briand dans la préface d'un ouvrage édifiant les exploits de la brigade de Gambetta. Mais le tournant capital restera les hivers balkaniques. En effet, cet hiver 1917-1918 était colossal pour les soldats africains, car ils n'étaient pas préparés pour un hiver balkanique, où la température pouvait descendre jusqu'à moins 15 degrés. Ils supportent assez mal le climat européen. Ce sera d'ailleurs un soldat africain sur 5 qui rencontrera la mort, tombera malade ou deviendra invalide. De plus, certains politiques français et militaires avaient été sceptiques à l'idée d'envoyer les soldats coloniaux en raison du désastre qui s'était produit au chemin des Dames. Les Français furent publiquement attaqués par les Allemands concernant le soutien que représentaient les troupes coloniales dans le conflit. Monsieur Sarrail ne désire pas utiliser les troupes coloniales sur le front d'Orient. Il adresse cette lettre à la direction des troupes coloniales le 8 février 1917, même si ces troupes révéleront leur importance au sein de la brigade Gambetta. Le front d'Orient faisait d'ailleurs référence aux combats qui se déroulaient dans les régions des Balkans et du Moyen-Orient pendant la Première Guerre mondiale. Les forces françaises engagées sur ce front comprenaient principalement l'armée d'Orient sous le commandement du général français Maurice Sarrail. Cette armée était composée principalement des soldats français, mais comprenait également des soldats britanniques, russes ou encore italiens, ainsi que d'autres soldats de tout l'empire colonial français. Sur le front oriental, les forces françaises sont principalement engagées lors d'opérations terrestres, notamment donc contre les forces des empires centraux, à savoir l'Empire ottoman ainsi que la Bulgarie. Juino Gambetta utilise d'ailleurs les connaissances acquises en Afrique du Nord pour les appliquer sur le front de l'Est. Face à la pénurie des soldats français réquisitionnés pour les fronts occidentaux, les soldats des troupes coloniales sont utilisés pour mener des opérations militaires sur le front oriental aux côtés des soldats de l'armée serbe. Ainsi, les troupes coloniales s'organisèrent au sein de la cavalerie légère qui a joué un rôle crucial dans l'approvisionnement des troupes et de la logistique. Toutefois, les opérations étaient compliquées en raison des terrains accidentés, des montagnes et les conditions climatiques rendant donc difficile l'utilisation de la cavalerie. Fait historique et anecdotique tout à fait intéressant. Il y a un mythe qui persista à l'époque, mythe selon lequel l'infanterie serbe était beaucoup plus rapide que la cavalerie française. Mythe qui prend en vérité quand l'on sait que l'infanterie serbe pouvait parcourir à pied jusqu'à 100 km par jour. Ces unités étaient bien plus adaptées aux vastes territoires et aux conditions particulières du front d'Orient, caractérisées par des montagnes, des plaines, des déserts, plus aptes à faire face donc aux conditions géographiques de la région. Fin septembre, le général Louis Franchet d'Esperey ordonna à Juino Gambetta d'avancer sur Skopje.
lors de l'offensive donc de Vardar. Bien qu'au début, l'état-major français ne comprenait pas l'importance stratégique d'Uskub. Juino Gambetta a conduit sa brigade au milieu d'une masse de Bulgares en retraite, naviguant dans des poches de résistance des troupes allemandes. Sa brigade a avancé le long du fleuve Trna et a pris Prilep le 23 septembre 1918. Skopje a été capturé sans résistance le 29 septembre 1918. Durant cette offensive, la brigade de Juino Gambetta a parcouru 92 km à pied en 6 jours. La conquête d'Uskub fut le deuxième acte décisif de la campagne balkanique de 1918. Elle intervient au moment où la Bulgarie signe à Salonique un armistice. On insiste d'ailleurs sur le fait que c'est la prise d'Uskub qui force la main aux parlementaires bulgares pour la signature de l'armistice. Mais on oublie bien souvent que c'est la signature même de cet armistice qui empêche les divisions bulgares du 62e corps, bien supérieures en nombre aux hommes de Gambetta, de s'emparer de force de la ville prise la veille et donc d'éviter un bain de sang supplémentaire. La brigade Gambetta libérera également la ville serbe de Negotin. Negotin était alors une agglomération plutôt paysanne, où le principal vecteur de commerce, d'échange, était la viticulture et les travaux agricoles. C'est d'ailleurs dans son émission Destination Francophonie qu'Ivan Kabakov nous explique comment les vignobles et la passion du vin sont devenus des vecteurs de rapprochement entre le peuple serbe et français. Juino Gambetta est d'ailleurs fait citoyen d'honneur de la ville de Negotin. Une rue porte d'ailleurs son nom, comme une marque indélébile pour ne pas oublier ou au mieux s'en rappeler. Mieux se rappeler, mais surtout rendre hommage à tous ces hommes qui se sont pour la plupart battus loin de leur patrie, loin de leur terre. À tous ces hommes, à tous ces héros pour la plupart oubliés, ce documentaire s'érige en hommage. Pour que l'oubli ne l'emporte à l'espoir d'une amitié redorée, pour que la haine et la rancœur ne tarissent pas la source d'une amitié bien plus forte que les siècles. Celle entre deux pays, entre la France et la Serbie. Merci d'avoir regardé cet documentaire, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. C'était Racines européennes.